Les matins de France Culture. Guillaume Erner. L'élection américaine approche. Donald Trump, Kamala Harris, a priori au coude à coude, même si j'ai la sensation en lisant la presse que Donald Trump a un léger avantage, mais en tout cas, il se pose une question, c'est comprendre le phénomène qu'il incarne, et c'est la raison pour laquelle je vous ai invité. François Nudelman, bonjour. Vous êtes Bonjour. professeur de philosophie et de littérature à la New York University et vous publiez Peut-on encore sauver la vérité aux éditions Max Milo. Dès lors qu'on parle de vérité, on a la sensation que Donald Trump la piétine, cette vérité. Est-ce que dans la campagne qui vient de se déroulé, qui n'est pas encore complètement achevé, il a été fidèle à ses habitudes? Je dirais qu'on a une confirmation de ce que sa conseillère Kellyanne Conway avait dit en 2017, au moment de son investiture, c'est que face à la réalité, il y a différents points de vue. Il y a ce qu'elle appelle des alternative facts, donc des vérités alternatives, des faits alternatifs. Et à partir de là, on peut dire qu'on est passé, bon, ça vient pas de cette déclaration, mais c'est un symptôme du fait que on est passé à un monde où on est au-delà du vrai et du faux. C'est-à-dire que la traditionnelle opposition entre mensonge et vérité, elle saute au profit d'un discours qui n'est plus évaluable à partir de sa vérification, à partir de sa pertinence dans le réel. Et à partir de là, on peut dire que tout est dissible parce que on n'est plus comptable de la vérité et de ce qu'on dit. Et Trump, alors là, pour le coup, avec une utilisation mais débridée du mensonge, c'est intéressant de regarder un meeting de Trump. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, si vous avez perdu votre temps à le faire, mais enfin, c'est très intéressant de voir à quel Pourquoi? point... Racontez-nous. Parce qu'il diffuse des mensonges, mais continuels. C'est-à-dire, vous connaissez celui qui est devenu célèbre, malheureusement, parce que c'est le plus raciste sur les Haïtiens, mais il vous raconte que, par exemple, on vous prend, dans certains États démocrates, on vous prend un garçon, votre garçon, et que le soir, vous retrouvez une fille. Il vous explique qu'on tue les bébés à la naissance. Alors justement, on a plusieurs extraits de Donald Trump dans ses œuvres et on va l'écouter. François Nudelman, on va essayer aussi de traduire ce qu'il dit au fur et à mesure. They have abortion in the 9th month. They even have, and you can look at the governor of West Virginia, the previous governor of West Virginia, not the current governor, is doing an excellent job. Donc Donald Trump évoque l'avortement born, and aux we will États-Unis decide what to et do with le the sénateur abortion de la Virginie qui est autorisé en quelque sorte à tuer des nouveau-nés, dit-il. C'est exact, il est autorisé à tuer des nouveau-nés? Oui. Alors, et ce qui est très intéressant, c'est que il sait très bien, et même les électeurs républicains savent aussi que c'est pas forcément vrai. J.D. Vance, son colistier, lorsqu'on lui dit, mais au fond, à Springfield, Ohio, non, il n'y a pas d'histoire de chien mangé, de chat mangé, etc. Il dit, oh oui, oui, mais bon, effectivement, mais bon, c'est une manière d'attirer l'attention. C'est-à-dire qu'il reconnaît lui-même, on est au-delà du mensonge. Il ne va pas essayer de dire, mais si, je vous assure, bon, vous mentez. Non, on n'est plus dans le mensonge. On est dans l'invention permanente parce que, au nom d'une vérité qui serait plus profonde, qui est selon Vance, le danger de l'immigration, on peut raconter n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle aussi le bullshit. C'est-à-dire, au fond, la foutaise, les billevesées continuelles. Et ça, c'est un nouveau langage. On est au-delà du mensonge. Bon, mais dites-moi, François Nudelman, ça n'est pas Donald Trump qui a inventé le mensonge en politique. Je crois qu'un certain Roosevelt avait dit en 1940, l'Amérique ne rentrera jamais en guerre. En 2003, nous avions les armes utilisées donc censées l'être par l'Irak, des armes de destruction massive. Elles n'ont jamais existé. Bref, la liste est longue. Mais Guillaume Erner, vous et moi, je pense qu'on croit encore à la vérité. Donc effectivement, si on croit à la vérité, on sait qu'il y a des mensonges, que les faits existent. Et heureusement qu'il y a des journalistes, des historiens pour établir des faits. Mais
bon, et que le mensonge, effectivement, existe en politique. Il suffit de lire Platon ou Machiavel, on sait très bien que c'est pas nouveau. Donc, Trump n'a pas inventé le mensonge, mais il a, je ne sais pas s'il a inventé, mais enfin, en tout cas, il participe à un changement de statut de la vérité, à une disqualification de la vérité. Et bon, c'est l'objet de mon livre, c'est de montrer qu'au fond, depuis 50 ans, on a effectivement cette disqualification qu'on trouve pas simplement dans le camp républicain, pas simplement en Amérique, mais plus profondément dans les pays dits libéraux. On va entendre un autre exemple de mensonge proféré par Donald Trump qui me paraît particulièrement intéressant. C'est au sujet des ouragans, puisque, comme vous le savez, l'Amérique a été frappée par l'ouragan Milton, qui était particulièrement important. On voit ce qu'en dit Donald Trump. Là, c'est un autre ouragan, c'est l'ouragan Hélène. J'aimerais envoyer mes pensées pour ceux qui ont été touchés par cet ouragan. But that's just ripped through Florida and also the people of North Carolina, Georgia, Il y a beaucoup de gens qui ont été South touchés Carolina, en Florida Caroline du again, Nord, en Floride. Tennessee, for what they went through with Hurricane Helene. We had quite a combination. L'ouragan a touché beaucoup de gens. Governors of Florida, Ron DeSantis, Governor Brian Kemp of Georgia and South Carolina. Alors donc là, il cite des gouverneurs d'État républicains, Ron DeSantis, qui a fait vraiment un grand travail, un très bon travail. Has not done what you're supposed to be doing. In particular, with respect to North Carolina, they've let those people suffer unjustly. Et alors donc, en Caroline du Nord, eh bien, l'État les a abandonnés et c'est donc Joe Biden qui est responsable, les démocrates, du fait que ces citoyens américains n'ont pas du tout été aidés par l'État. Je trouve que ce mensonge est particulièrement intéressant, François Nudelman, parce que cet ouragan, il est causé, je vais le dire schématiquement, par le réchauffement climatique que Donald Trump nie. Il appartient aux climato-sceptiques et donc il retourne complètement la situation en supprimant cette évocation qui évidemment le gêne pour attirer l'attention sur Joe Biden et dire que lui n'a pas fait le job. Bien sûr, vous avez été sensible aussi au ton, parce que Trump manie l'insulte permanente, mais là, vous avez une espèce d'empathie, il hésite, il montre vraiment qu'il est de cœur avec la population qui a souffert. Moi, ça m'amuse parce que ça me fait penser un peu en comparaison, et on va voir deux régimes de mensonges, avec Castro et le communisme. Moi, quand je suis allé à Cuba, il y avait un ouragan, et Castro tenait la chaîne, l'unique chaîne d'information, pour dire, oui, il faisait la météo, c'était Monsieur Météo, et il disait on va combattre l'ouragan comme on a combattu les Américains et on va gagner. Alors là, c'est un régime de mensonges différent avec Trump, c'est-à-dire au fond, il est dans une espèce de fausse empathie, oui, avec son public, mais on a tort, je crois, de sous-estimer Trump. Je ne sais pas si vous avez vu le film The Apprentice, mais en fait, on voit que ce sont des techniques qu'il est très fort. D'ailleurs, bon, The Apprentice, c'est l'histoire de Trump avant Trump, exactement, en quelque sorte. C'est-à-dire, au fond, quand il devient un mogul, un magnat de l'immobilier, et on voit qu'il applique toutes ses ressources, notamment rhétoriques, à la politique. Il a été formé par Roy Cohn, et exactement les mêmes slogans, les mêmes techniques sont employées en politique. Mais je vais vous embêter à nouveau, François Nudelman, parce que lorsqu'on prend Kennedy, sa présidence, hélas écourtée, a été marquée là aussi par le mensonge. On sait qu'il y avait en cuisine un certain nombre de choses peu ragoûtantes. Roosevelt ne disait pas tout. Et tout d'abord, il ne disait rien sur son handicap, sur un certain nombre de choses qui l'empêchaient de gouverner comme il aurait souhaité gouverner. Donc là aussi, est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose, la même peinture d'autres politiques? Parce que la politique, c'est aussi un peu l'art de mentir. Bien sûr, encore une fois, on est d'accord sur le fait qu'il y a une vérité et qu'il y a des mensonges. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, ce sont les effets de discours. C'est-à-dire comment un nouveau discours et un nouveau rapport à la vérité s'établit, qui a aussi ses effets. Mais donc, comment ce discours a disqualifié radicalement la vérité, comment Trump lui-même se dégage de toute vérification
comment, en fait, aussi, il théorise sa propre pratique du langage. Par exemple, récemment, pour renverser un peu l'attaque qu'avait faite Trump à l'égard de Biden sur ses insuffisances mentales, sur le danger, maintenant, ça s'est renversé. Maintenant, c'est Kamala Harris qui dit, voilà, mais Trump, en fait, il a des problèmes cognitifs. Alors, par exemple, vous écoutez un meeting de Trump, il dit, comme on dit, il divague, hein, et he's rambling, il part d'une chose à une autre, et on se dit, mais il est incapable de se concentrer sur un sujet, il ne répond jamais aux questions, il improvise, à la différence de Kamala qui est extrêmement préparée. Lui, il part, mais surtout, il passe d'un sujet à un autre, et il dit, mais au fond, mais ça s'appelle the weave. Il dit, en fait, je tisse, je brode, je divague, je butine. Et il théorise, il dit, mais moi, je suis un génie parce que vous ne savez pas où je vais. Je suis dans un complet désordre en apparence, mais moi, je sais relier ce qui peut être relié. C'est ce qu'on appelle des fausses affinités en philosophie. Mais c'est un maître pour ça. Donc, je crois que de dire que c'est un menteur, c'est un méchant, etc., nous fait oublier que quand même, il a des techniques. Alors justement, vous faites un lien, vous êtes philosophe, je le rappelle, François Nudelman, et dans ce livre que vous publiez, Peut-on encore sauver la vérité aux éditions Max Milo, vous faites un lien assez inattendu parce que vous reliez cette post-vérité marquée du sceau de Trump avec de nouvelles bulles épistémiques, avec une manière dont la fiction et l'autofiction ont donné lieu à cela, mais pourtant c'est probablement le président le moins philosophe ou le moins littéraire que l'Amérique ait eu. Tout dépend de ce qu'on appelle littéraire. C'est quelqu'un qui ne cesse de proférer des fictions, d'inventer des fictions. Bon, c'est plus l'épistémique. Il faut bien voir que nous sommes dans des systèmes d'information qui nous renvoient, qui nous confirment nos croyances. De plus en plus, à travers les réseaux sociaux, les algorithmes, qui savent très bien quelles sont nos opinions, nos valeurs, nos goûts, et qui nous qui nous confortent dans ce que nous croyons, et qui sont comme ça des bulles. Mais il faut bien voir, Guillaume Erner, que nous sommes aussi, chacun de nous, dans des bulles. C'est-à-dire que moi, je reconnais que voilà aussi, en lisant surtout un certain type de presse aux États-Unis, mais on pourrait dire ici, en fait, on ne cesse de se conforter. Vous et moi, dans notre conversation, on analyse de manière très critique Trump, mais au fond, est-ce qu'on entend la bulle épistémique des autres, de ceux qui nous paraissent comme dangereux? Je pense qu'il faut aussi analyser le fait que nous, on est enfermés, nous avons du mal à accepter des faits contradictoires. Nous sommes aussi souvent dans le déni de certaines réalités, en disant mais non, c'est exagéré, c'est n'importe quoi, on ne veut pas les voir, mais il y a des électeurs, il y a quand même 70 millions ou 80 millions d'électeurs pour Trump. Donc là aussi, on peut se dire qu'on ne les entend pas. Et on a un effort à faire peut-être aussi pour comprendre que nous sommes nous-mêmes enfermés dans une bulle épistémique et que nous sommes aussi dans une reproduction de nos croyances avec ce qu'on appelle des chambres d'écho, c'est-à-dire que face à un système ou bien des informations qui contestent notre croyance, eh bien nous avons un système de défense et nous allons diffuser, alors j'espère pas forcément des fake news, mais nous allons diffuser des contre-informations, nous allons opposer une représentation du réel et nous allons d'une certaine manière fictionner aussi contre cette fiction qui nous dérange. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, les médias qui ne sont pas relativistes, c'est-à-dire ceux qui considèrent que la vérité existe, qu'il y a une vérité, eh bien, ils ne servent à rien, sinon à convaincre finalement ceux qui sont déjà convaincus, François. Ils sont de plus en plus isolés, effectivement, et heureusement qu'ils maintiennent le cap. Mais je crois que c'est, quand moi je me demande, peut-on encore sauver la vérité, j'essaye de voir effectivement quelles sont les instances, quels sont aussi les mobiles, comme par exemple l'indignation, le fait que nous nous indignons face à un mensonge est encore un signe que nous tenons à la vérité, et que nous ne sommes pas encore partis dans une espèce de fiction généralisée où on va dire à chacun sa vérité. Les faits sont alternatifs, on ne peut plus prouver quoi que ce soit, et je crois qu'on peut lutter contre ça. En tout cas, j'essaye, moi, de trouver les ressorts pour contrer cette vérité dite alternative et ce défaut de la vérité objective. François Nudelman, on se retrouve dans une vingtaine de minutes. Peut-on encore sauver la vérité? C'est le livre que vous publiez aux éditions Max Milo. On tentera de comprendre quels sont les thèmes
qui ont agité cette campagne présidentielle et la manière dont l'Amérique est aujourd'hui clivée. Vous serez en compagnie de la journaliste Claire Ménial qui est en duplex depuis Washington. Elle travaille au magazine Le Point. Elle publie La guerre des Amériques aux éditions Plomb, 8h sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et oui, vous le savez, l'élection présidentielle américaine approche. On en a parlé avec vous, François Nudelman. Vous êtes professeur de philosophie et de littérature à la New York University. Vous venez de publier Peut-on encore sauver la vérité aux éditions Max Milo. Et nous sommes en duplex avec Claire Ménial. Bonjour. Bonsoir Guillaume, pour moi c'est bonsoir, mais et bonjour, voilà. Oui pour vous. C'est la soirée, c'est même d'ailleurs la nuit. Vous êtes grand reporter correspondant du Point aux États-Unis. Vous venez de publier La guerre des Amériques aux éditions Plomb. Mon camarade Stéphane Robert a parlé de l'économie française. Je crois qu'il faut évoquer, Claire, l'économie américaine, puisque vue d'ici, elle peut nous sembler florissante, beaucoup d'emplois créés, une puissance dans différents domaines, mais là-bas, les choses sont perçues de manière assez différente par les Américains. Oui, et c'est d'ailleurs le thème principal de la campagne du côté de Trump, c'est l'inflation qui s'est beaucoup calmée par rapport à l'année dernière, mais les prix sont restés très très élevés et ça se manifeste en particulier sur la question des logements. Là, je suis dans le Nevada. Si je tourne la tête, j'ai vu sur la Trump Tower à Las Vegas. Et c'est l'un des endroits où les gens ont beaucoup de mal à se loger. Il y a une forte population de travailleurs de casinos qui ne gagnent pas énormément. Et donc ça, c'est un thème politique extrêmement présent dans la campagne. C'est l'économie et en particulier le logement. Oui, alors là, vous parlez d'or parce que la question du logement dans le Nevada est assez symptomatique. Le Nevada, c'est un État qui généralement vote démocrate, qui pourrait passer effectivement aux républicains, notamment parce qu'une grande partie de ces travailleurs qui appartiennent à la petite classe moyenne n'ont plus les moyens de se loger. J'ai vu des loyers aux environs de 2000 $ pour une petite maison. Et ces travailleurs, qui ne sont pas tous d'ailleurs d'origine américaine, qui parfois sont des migrants latinos, considèrent qu'il y a 4 ans, les choses allaient mieux. Or, je ne sais plus qui était le président il y a 4 ans, Claire, mais je crois qu'il s'appelait Donald Trump. Oui, mais alors, en fait, j'ai travaillé sur cette question en octobre 2022, enfin juste avant les élections de mi-mandat de novembre 2022, sur le vote des Latinos attirés par les Républicains. Il y a évidemment une question économique, mais sincèrement, il y a aussi tout simplement qu'il y a des valeurs conservatrices qui les séduisent. Donc ça, c'est un mouvement qu'on voit depuis un certain temps chez les minorités et qui touche aussi en particulier les hommes noirs. Pas vraiment les femmes noires, mais les hommes noirs. On entend aussi quand on fait ce qu'on appelle du canvassing, quand on va frapper aux portes avec des organisations. J'ai fait ça il y a 2 semaines en Caroline du Nord, dans un quartier noir de Charlotte. Et chez les hommes noirs, par exemple, on entend des objections à la candidature de Kamala Harris parce qu'il y a des positions assez conservatrices, socialement. Alors, l'un n'empêche pas l'autre. Juste pour terminer sur l'inflation, faire ses courses aux États-Unis, c'est une expérience tout à fait étrange pour un Français, même si l'inflation a touché la France. Moi, j'ai noté quasiment des prix, je dirais, du double de la France dans les hypermarchés. Non, c'est totalement délirant. Là, c'est amusant que vous me disiez ça. Je ne suis pas dans le meilleur hôtel de Las Vegas, vraiment pas, vous l'imaginez. Tout à l'heure, je me suis dit que j'allais dîner rapidement avant de prendre cet appel. Le moindre steak était à 59 $, je crois. Et donc, je suis allée prendre un sandwich chez CVS, qui est une pharmacie. C'était pas vraiment un festin. Et vous l'avez payé 10 $. C'est totalement inabordable. C'est totalement inabordable. Ouais. François Nudelman, vous qui vivez à New York, alors là, c'est encore plus stratosphérique. Oui, les thèmes que développe Trump, c'est effectivement l'économie et l'immigration. Et face à ça, évidemment, les questions internationales passent tout à fait au second plan. Moi, ce qui me frappe dans ce que vient de dire Claire Ménial, c'est que, en fait, contrairement à l'opposition qu'on imaginerait entre blancs et noirs, en fait, on s'aperçoit que des minorités
peuvent aussi bouger, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation du vote pour Trump chez les Latinos, chez les Africains-Américains. C'est intéressant que ça revienne finalement dans la tête des libéraux, c'est-à-dire après avoir favorisé ou favorisant toujours ce qu'on appelle identity politics, c'est-à-dire au fond la politique identitaire, le fait que la parole en première personne, soit du singulier, soit du pluriel, ne peut pas être contestée, qu'il faut valoriser en quelque sorte dans le multiculturalisme la vérité de chacun, hein, à chaque peuple sa vérité, eh bien finalement il n'y a plus de langage commun et donc du coup cette politique qui a favorisé les minorités eh bien se révèle en fait très très fluctuante. C'est intéressant de voir aussi que je lisais un article du New York Times hier donc que par exemple l'élection en Pennsylvanie va peut-être dépendre de la communauté polonaise qui va avoir ses propres critères. Est-ce que Trump est trop proche de la Russie, etc. Donc on est dans un pays où chaque vérité a sa légitimité et va tout d'un coup imposer une représentation du réel qui est tout à fait partisane. Oui, c'est ça. Ce sont des micro-marchés électoraux. Il y a une multitude de micro-marchés électoraux. Alors, il faut rappeler que la question, c'est moins le vote populaire que le vote par État. Vous les analysez, Claire Ménial, car vous êtes sur place. Et là aussi, il y a des singularités. Donc, on a parlé du Nevada. On pourrait parler du Nebraska également, qui est un autre État important. Oui, alors j'étais dans le Nebraska jusqu'à ce matin. Alors eux, pour le coup, ils ont une particularité qui est que accrochez-vous, sur les 5 votes du collège électoral qu'ils ont, il y en a 3 qui sont pas selon le système winner take all, c'est-à-dire... C'est une exception avec notamment, je crois que c'est le deuxième district, le district d'Omaha. J'étais dans le deuxième district, où il y a une très forte mobilisation pour Kamala Harris. Et ça illustre bien le côté complètement ubuesque pour nous du système électoral américain, parce que c'est à peu près le seul endroit où un point bleu, c'est-à-dire démocrate au milieu d'un océan de rouge, c'est-à-dire républicain, peut faire entendre sa voix. C'est à peu près mais c'est un enjeu crucial et donc c'est ce qui rend évidemment l'issue du scrutin difficile à déterminer, Claire Ménial. C'est pour ça qu'on a du mal, même si j'ai eu l'impression, mais je vais vous demander à tous les deux si c'est une impression fausse. J'ai eu l'impression, par exemple, en lisant le New York Times et l'enquête faite sur le Nevada, que le New York Times pariait, hélas, parce que le journal évidemment n'est pas de cette opinion, plutôt pour un avantage à Trump. Cette semaine, honnêtement, oui, c'est l'impression qu'on a. Les États que j'ai parcourus pour l'instant, alors le Nebraska, là où j'étais, Omaha, j'étais avec des militants démocrates extrêmement convaincus, et ce point-là, elle devrait le gagner, mais c'est un vote de collège électoral. C'est 1 sur 5 et ça aura de l'importance si les 2 candidats sont à 269 votes chacun et qu'il en manque un. Et là, ça pourrait sauver Kamala Harris. Mais donc voilà, ça se joue si ce scénario très peu probable se produit. Mais pour le reste, sinon, j'étais avec les Arabes et les musulmans du Michigan. Honnêtement, elle a perdu ces voix-là. Je dis les Arabes et les musulmans, ce n'est pas forcément les mêmes communautés, puisque parmi les Arabes, il y a beaucoup de Libanais en particulier, qui peuvent être aussi bien chrétiens ou laïcs. Et parmi les musulmans, il y a des Bosniaques. Pourquoi les a-t-elle perdus ? À cause de Gaza et à cause du Liban. Il y a une énorme communauté libanaise à Dearborn. Et là, pour eux, ce n'est pas une histoire de politique étrangère, c'est de la diaspora. C'est-à-dire qu'ils passent leur vie sur WhatsApp et qu'ils voient des images de bombardements. Et j'ai interviewé un homme qui m'a dit « J'ai perdu 8 membres de ma famille en 3 jours ». Et ces gens sont bombardés par Israël, qui est aidé par les États-Unis. Et donc, voilà, mes impôts servent à bombarder ma famille. Ces gens-là ne voteront pas pour Kamala Harris. On a entendu évidemment ce discours Claire Ménial, mais ça sera pire avec Trump, puisque Trump a eu une politique infiniment plus favorable encore à Israël que ne l'a été Biden. Oui, mais c'est un vote de douleur, c'est un vote de rage.
Tous ces gens votent démocrate depuis le 11 septembre, hein, depuis les conséquences du 11 septembre. Et ils considèrent que leur parti ne les a pas écoutés. Ils se disent que ça ne peut pas être pire, puisque de toute façon, dans leur idée, Gaza est rasé, il y a déjà un génocide en cours. Ils se disent que ça ne peut pas être pire, mais qu'au moins, les démocrates auront compris qu'il aurait fallu les écouter. C'est vraiment un vote qui se résume à, selon ce que m'a dit un imam, vous n'auriez jamais dû nous ignorer. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Voilà, ça illustre tout à fait, effectivement, la politique identitaire. Chacun sa représentation. Les Arabes du Wisconsin et du Michigan voient la vérité à leur porte, à la représentation qu'ils en ont dans leur communauté. Il n'est plus possible de discuter. D'ailleurs, moi, je vois bien sur ces questions-là, il n'y a même pas d'espace possible de contradiction. On est dans sa certitude, on est dans une logique où finalement, peu importe l'intérêt de l'Amérique, hein, c'est essentiel, c'est finalement d'affirmer la loi de sa communauté. Comment ça se passe chez vos étudiants à New York University? Bon, j'imagine qu'ils votent plutôt Kamala Harris, encore que, est-ce qu'ils ne la trouvent pas trop centriste? Bien sûr, mais au fond, vous savez, il y a une surévaluation des problèmes internationaux, parce qu'évidemment, nous, ça nous préoccupe en tant qu'intellectuels, etc. Mais j'avais envoyé un reportage sur le vote des jeunes, et seulement 2% considèrent que ce qui se passe au Proche-Orient est déterminant pour choisir entre Trump et Kamala Harris. Pour eux, l'affaire est quand même jouée, et ceux qui pourront voter voteront certainement pour Harris en grande majorité. Donc, nous, on surévalue ça en oubliant, parce qu'on est dans une bulle épistémique, que ce qui intéresse majoritairement, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, comment on peut payer son bol de riz, son loyer, voilà, et aussi quand même le problème de l'immigration, parce que même si les commentaires racistes de Trump nous amènent à penser qu'il n'y a pas de problème, mais il y a quand même une question qui se pose avec 2 millions au moins d'immigrants illégaux, avec effectivement des choix aussi budgétaires, par exemple à New York, qui font que quand on a 70 000 immigrants, on ne peut plus avoir de budget pour ouvrir les bibliothèques 24 heures sur 24. Donc il y a aussi une question qui est souvent oubliée, déniée par ceux qui restent dans leur bulle. On va écouter justement Donald Trump s'exprimer sur la question de l'immigration. People are dying in North Carolina. They're dying all over those 5, 6 states. Il y a des gens qui meurent en Caroline du Nord et ils n'ont pas du tout d'aide. Et alors l'argent est dépensé pour des gens qui ne devraient pas être dans notre pays. Et donc, il donne cet argent aux immigrants illégaux et c'est ainsi que les immigrants illégaux, je ne sais pas comment ils font, ça c'est mon commentaire, votent pour les démocrates. Claire Ménial, il y a ce discours-là qui est martelé, ce discours-là, et il peut nous étonner venu de France parce que on se représente les États-Unis comme un pays d'immigration, comme un melting pot, et puis aussi parce que un grand nombre d'activités aux États-Unis cesseraient d'exister s'il n'y avait pas ces immigrants qui, effectivement, ne sont pas tous légaux. Alors déjà, ce dont il est en train de parler, c'est de l'ouragan Hélène, donc à Asheville et autour, en Caroline du Nord. J'y étais il y a, je ne sais plus, 3 semaines, quelque chose comme ça. C'était extrêmement impressionnant. Hein. J'étais à Swannanoa, une ville qui a été complètement rayée de la carte. Enfin, il y a des quartiers qui n'existent plus, hein, des maisons. En plus, c'est des endroits où certaines personnes vivent dans des mobil-homes. Ça a complètement glissé dans la rivière. Les gens ont perdu leur vie, et parfois même de façon littérale, parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Et donc, ce que Trump est en train de dire, c'est que FEMA, l'agence fédérale qui doit s'occuper des catastrophes, n'a pas pu faire son travail parce que les fonds étaient partis pour l'aide à des migrants à la frontière. C'est évidemment totalement faux, c'est pas le même budget. Il y a eu des conséquences extrêmement concrètes à ces mensonges, qui est que les agents de FEMA ont reçu des menaces de mort.
il y a eu des appels au meurtre sur Twitter, et il y a des milices qui rôdaient à côté de certains stocks où FEMA travaillait, où ils entreposaient des biens, de la nourriture, de l'aide, des premiers secours, et donc ils ont dû interrompre leur aide pour protéger leurs travailleurs dans certains endroits. Ces mensonges ont de vraies conséquences concrètes sur la vie des gens, quoi. Avec l'apparition de ces milices, vous en parlez dans votre livre « La guerre des Amériques » aux éditions Plomb. Que sont ces milices ? Alors, en fait, il faut bien comprendre que c'est extrêmement ancré dans la mentalité américaine, le fait de pouvoir se défendre soi-même. Hein. D'ailleurs, le deuxième amendement sur les armes dit que... on appelle ça le mot milice est présent dans le deuxième amendement. Dans le deuxième amendement, et donc il y a tout un débat qui est de savoir si une milice bien encadrée, ça veut dire l'armée ou ça veut dire toute milice. Mais par exemple, en Virginie, elles ont un statut officiel. Voilà, c'est ça. En Virginie, elles ont un statut officiel, par exemple. Et il y a différents degrés. Il y a des groupes comme les Proud Boys, c'est pas vraiment une milice, c'est ce qu'on appelle un groupe haineux. Ils ne sont pas particulièrement obsédés par les armes. Des gens comme les Oath Keepers ou les Three Percenters, eux, pour le coup, ils s'entraînent énormément aux armes. Et c'est des gens qui sont obsédés par le deuxième amendement, par le fait de pouvoir se défendre. Et quand on parle de se défendre, c'est se défendre contre l'État tyrannique, puisqu'il y a une méfiance fondamentale vis-à-vis d'un État central. Et donc c'est un peu la grande question qu'on se pose là pour l'issue de l'élection. Et justement, est-ce que vous avez l'impression, François Nudelman, de vivre, car vous vivez aux États-Unis, dans un pays violent, avez-vous l'impression d'être dans un pays qui est au bord d'un affrontement, d'une guerre civile? Je ne sais pas quel terme employer. C'est un pays multiculturel. Donc c'est un pays avec de multiples communautés et c'est quand même aussi le charme de ce pays, c'est la possibilité de rencontrer des gens qui appartiennent à des cultures, qui ont des langues. Le multilinguisme est quand même une expérience extraordinaire, particulièrement à New York, mais aussi d'une manière générale. Donc évidemment, on a ce portrait d'une Amérique où les communautés s'affrontent, mais aussi où les communautés communiquent. Donc c'est ce qu'on peut quand même encore espérer, c'est que même malgré cette disqualification de la vérité et des faits et le fait qu'on est dans un relativisme qui tient au multiculturel, eh bien, malgré tout, on entend aussi le langage de l'autre. Et je crois qu'aussi, c'est le risque parfois des démocrates de ne pas entendre le langage de ceux qui ne parlent pas. Parce qu'il y a aussi un mépris social à considérer que ce sont les sous-diplômés qui votent pour Trump, les white trash, etc. Alors que c'est beaucoup plus complexe. Et faute d'entendre cela, eh bien, on se prive d'une compréhension et d'une communication. Et il faut écouter absolument tout le monde. C'est-à-dire, le relativisme, c'est entendre la perspective de chacun, mais aussi tenir un langage commun qui admet la contradiction, qui admet le doute, qui n'empêche pas l'indignation face au mensonge. Mais c'est ce qui doit permettre effectivement que la vérité soit aussi la même pour tous, du moins dans la reconnaissance de ce qu'est le réel et des véritables problèmes qui se posent dans le réel, dont l'économie, dont l'immigration, dont les problèmes internationaux. Mais il faut retrouver effectivement ce langage commun et c'est possible dans une société effectivement qui n'est pas complètement débordée par la violence. Alors le risque de la violence, il est là, bon, évidemment, c'est surtout en période d'élection. La guerre des genres, ça fait partie également de ces conflits clair-ménial que vous évoquez dans la guerre des Amériques. Oui, alors juste, si je peux revenir sur la question de la violence, parce que en effet, à Washington, à New York, on ne ressent pas du tout ça. Mais moi, je passe mon temps à parler à des gens qui pensent réellement que Kamala Harris va instaurer une dictature communiste, que Biden lui-même est une marionnette de Soros, et qui pensent que si Trump perd, il ne faut pas qu'il reconnaisse sa défaite. On a un sondage de Public Religion Research Institute qui dit que 29% pensent qu'il faudrait recourir à la force si Trump perd. Ils sont 88% qui sont inquiets d'une fraude électorale pendant cette élection. Ils sont 85% qui pensent que les clandestins votent. Enfin, d'accord, tout va bien. Il y a vraiment une méfiance absolue et à chaque fois que j'interviewe des gens dans des rallyes de Trump ou alors dans les rassemblements nationalistes chrétiens, ils me disent en hochant la tête d'un air triste, c'est pas nous qui voulons la guerre civile, mais on n'est pas sûr que l'autre côté nous donne le choix. Réellement, il y a vraiment
une espèce de fantasme de recours à la violence. Un climat extrêmement tendu. Sur la guerre des genres que vous évoquez, Claire Ménial, parce que là aussi, si je vous suis, il y a vraiment deux Amériques. Absolument. Oui, oui. Et alors, je dirais que ce qu'on appelle encore le wokisme en France et dont le terme est beaucoup moins utilisé aux États-Unis aujourd'hui. En gros, le pic de l'utilisation du terme, de toutes ces expressions, le privilège blanc, l'intersectionnalité, etc., c'est 2021. Et d'ailleurs, Ron DeSantis, qui a fait toute sa campagne là-dessus, s'est planté. Enfin, et Trump fait campagne sur l'immigration et l'inflation, plus du tout sur ces thèmes-là. Mais là où ça subsiste, c'est sur la question du genre. Pourquoi ça ne marche plus? Parce que ça n'affecte pas la vie quotidienne des gens. Honnêtement, si vous êtes employé dans la céramique à East Palestine, Ohio, je pense à ça puisque c'est ces gens que j'étais allée voir après la catastrophe ferroviaire. Les histoires de pronoms, ça ne vous affecte vraiment pas en fait. Ce qui vous affecte, c'est l'inflation et de penser que votre usine va être délocalisée en Chine ou qu'on vous dise qu'un immigré va vous prendre votre job. Donc c'est des choses qui affectent vraiment la vie quotidienne des gens. Mais en revanche, là où on va dire le wokisme se niche aujourd'hui, la doxa, c'est la question trans. Ça oui, pour le coup, il y a vraiment une doxa. On ne peut absolument pas remettre en question uniquement la question trans. Oui. Le féminisme, c'est dépassé, c'est fini, et c'est la question trans. Et alors ça, c'est bien entendu utilisé par Donald Trump. Oui, c'est pour lui. Alors, Trump est un entertainer, c'est le roi du divertissement. Il essaye des blagues dans ses rallyes, dans ses rassemblements. J'ai dû en couvrir peut-être une bonne trentaine en 4 ans, peut-être 40, je ne sais plus. Et donc je le vois, il essaye des blagues et il reprend celles qui fonctionnent. L'une de celles qui cartonne, c'est sa blague sur les femmes trans dans les équipes de sport féminines. Donc il mime une femme qui tente de soulever des artères. Et donc je ne peux pas vous le mimer, mais en gros, il montre qu'elle a des difficultés. Et puis ensuite, il montre la femme trans, qui serait donc un homme biologique, qui lui soulève les artères en 2 secondes. Mais c'est un sketch qui dure... quand il est en forme, 5-6 minutes, et les gens sont morts de rire. Ça marche hyper bien, cette blague-là. Et pourquoi? Parce que c'est un thème qui fait sens les électeurs de Trump. Pour les Absolument. gens. Merci beaucoup, Claire Ménial. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La guerre des Amériques, aux éditions Plomb. Bonne nuit, parce que vous allez pouvoir dormir. François Noudelman, peut-on encore sauver la vérité, aux éditions Max Milo? Dans quelques instants, le journal, le 8h45 de Luc Chemla.